planète alors qu'il y a de l'eau dans ces pays et qui veulent vivre, en fait, il y a une bonne partie qui vous disent oui, et puis qui reconnaissent que quand même, pour l'instant, en termes commerciaux, en termes de stratégie commerciale, on a tout intérêt à exporter. Et là, en plus, je crois qu'il y a un gros marché potentiel vers les États-Unis, où il y a suffisamment de personnes assez aisées pour acheter de l'eau en bouteille, même assez cher, c'est-à-dire pour aussi intégrer dans le prix de l'eau qu'on va exporter, le prix du transport et voilà, un certain nombre d'externalités. Alors, je donne juste cet exemple parce qu'en plus, là, je parle notamment d'une entreprise qui fait des efforts, mais on voit bien comment il peut y avoir ces tensions-là. Elles sont au quotidien, et pour discuter pas mal avec des gens de cette entreprise qui se posent des questions sur voilà, la résolution des tensions là, qui traversent très directement les modèles, eh bien, on voit que ce n'est pas si simple d'arriver à se poser en permanence la question de la cohérence entre les moyens mis en œuvre et les finalités. Alors, je lis un petit passage de Laudato Si, où le pape nous rappelle, d'ailleurs en évoquant notamment la pensée de Guardini, donc des années 50, donc ça ne date pas d'hier, disant « L'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Chaque époque tend à développer peu d'autoconscience de ses propres limites. L'être humain n'est pas pleinement autonome. » Alors, très intéressant, parce que là, ce qui est souligné, c'est qu'au fond, la véritable autonomie, c'est celle qui nous permet de nous poser la question du sens de ce que nous faisons et de la finalité. Et ce n'est pas l'autonomie comprise comme indépendance et libre choix. Juste, c'est l'autonomie. Alors, le pape nous propose quelques attitudes pour nous aider à nous situer peut-être autrement au cœur du cosmos et de la création qui nous est confiée. Il me semble qu'il nous propose 3 attitudes principales. La première, c'est de reconnaître finalement une altérité, celle du Créateur. Et d'ailleurs, alors je cite le pape qui nous dit « La meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu sur la terre, c'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement, l'être humain aura toujours tendance à imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. » Donc là, c'est aussi un raisonnement, se dire, si nous reconnaissons une altérité, un tout autre, un créateur, au fond, ça nous remet à notre juste place. Voilà, avant même de qualifier d'ailleurs la relation. Puis alors, la deuxième attitude, c'est celle qui nous invite à exercer un discernement constant, à chercher à chaque fois le pourquoi, au sens de pourquoi, pour quelle raison et pourquoi, pour quelle finalité, donc le sens des techniques, la finalité de tous nos projets, et orienter notre action vers ce qui est véritablement source de vie et de justice. Alors, je cite encore le pape, au numéro 78, « Un monde fragile avec un être humain à qui Dieu en confie le soin interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. » Voilà, donc discernement pour voir comment tout ça est orienté en fonction des objectifs de la justice, du bien commun. Et du coup, la troisième attitude que propose le pape, c'est, en un sens, imiter Dieu dans l'amour fou du Dieu créateur qui crée en s'auto-limitant. Et là, ce qu'évoque le pape, c'est pas sans lien aussi avec la tradition juive de la Kabbale et du Tzimtzum, cette idée d'un Dieu qui crée en se retirant. Alors c'est quand même incroyable et peut-être... Enfin, on n'arrive pas à se représenter ce Dieu voilà, tout-puissant et créateur, infini, et qui choisit de s'auto-limiter. Et là, je cite le pape pour aider pour faire émerger les capacités de chacun, et ce à quoi le pape nous appelle, en reprenant cette attitude-là, je le cite au numéro 124, « L'intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme la plus adéquate d'en prendre soin, parce qu'elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour aider à faire apparaître les potentialités qu'il a lui-même mises dans les choses. » Je trouve que c'est très beau, se dire, au fond, la collaboration que nous pouvons avoir à l'œuvre créatrice de Dieu, c'est imiter cet acte qui se retire en laissant émerger les potentialités des êtres, et là qui nous invite à faire apparaître ces potentialités que Dieu a mis dans les êtres et dans les choses qui nous entourent. Alors, voilà, ça c'est sans doute un appel à reconnaître que cette autonomie, elle est donc relationnelle, qu'elle nous invite à reconnaître
nos dépendances, notre vulnérabilité, et qu'elle nous invite aussi à reconnaître combien notre libre arbitre peut s'exercer à rebours du souci de la justice et finalement d'une meilleure qualité de vie pour nous et pour d'autres, et peut même être source d'une forme d'aliénation personnelle et collective. Et là, alors, le pape ne cite pas Ivan Illich ou André Gorz, mais si on fait écho aux travaux de ces philosophes économistes qui, dans les années 60, 70, 80, ont essayé de réfléchir au sens des techniques, là, si je reprends les analyses d'Illich, je trouve qu'elles sont très intéressantes pour aujourd'hui, parce qu'en fait, Illich n'est pas contre la technique, mais ce qu'il invite, c'est à reconnaître que la technique peut s'exercer soit au service de l'autonomie humaine, soit au service de l'hétéronomie et de l'aliénation. Et il invite les communautés humaines à réfléchir pour voir à quel moment, à partir de quel seuil, au fond, la technique arrive à engendrer des systèmes complètement contre-productifs vis-à-vis de la qualité du vivre ensemble. Et pour prendre un seul exemple, on pourrait dire qu'aujourd'hui, toute la question de la malbouffe, bien, on se rend compte que le fait que les gens se nourrissent mal crée des tas de maladies, à commencer par le diabète et de l'obésité, y compris dans les pays du Sud, parce que précisément, même les plus pauvres ne peuvent pas s'acheter forcément beaucoup de fruits et légumes de bonne qualité, et donc achètent des produits industriels très gras, très sucrés, donc très mauvais pour la santé. Et finalement, ça a des effets négatifs à la fois pour les personnes elles-mêmes, et puis pour la société tout entière, parce qu'ensuite, évidemment, en termes de santé, alors si on raisonne en termes sonnants et trébuchants de financiers, et bien ça aussi, ça coûte cher à la collectivité. Et en fait, toute la réflexion d'Illich est pour nous inviter, quelles que soient les institutions, à nous poser la question de savoir jusqu'à quel point les techniques sont utilisées comme instrument de la convivialité, qui est un terme que Illich utilisait pour parler justement du vivre ensemble. Alors ça rejoint bien l'idée du buen vivir, qui est aussi, je prends le terme espagnol parce qu'il a été très mis en valeur, notamment en Amérique latine ces dernières années, mais cette idée de la vie bonne, comment vivre bien ensemble, et peut-être collectivement se dire que, est-ce que ça sert, moi-même j'ai un iPhone, mais est-ce que ça sert d'en changer tous les 6 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce qu'on n'a pas à faire durer les choses? Jusqu'à quel point est-ce que ces outils, qui sont des outils extraordinaires de communication, y compris gratuitement maintenant avec WhatsApp ou autre, avec la planète entière, à la fois c'est un outil très intéressant, et en même temps, est-ce que parfois ça ne nous aliène pas? Et quels sont les critères que nous nous donnons? Et il n'y a pas un critère qui s'impose. C'est-à-dire, c'est à chaque société de définir ce qui va dans le sens d'une meilleure vie, alors pour parler comme le pape, d'une meilleure qualité de vie, et puis ce qui va dans un sens qui s'exerce à rebours. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment très compliqué parce que ça pose la question aussi non seulement des choix dans un petit groupe restreint pour se dire oui, ça va nous permettre de vivre mieux, mais si on commence à regarder ce qui est cohérent avec les objectifs de la transition écologique et énergétique à l'échelle de la planète, de l'idée qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique et être dans des modèles de sobriété du point de vue des émissions, de la réduction de ces émissions, ce qui suppose des choix très très différents de ce dans quoi nous sommes pris, en tout cas dans les pays du Nord ou pour les classes moyennes et aisées de nos pays. Eh bien, on voit combien les arbitrages peut être collectifs à faire. Ils nous invitent aussi à nous situer en interdépendance avec ceux qui sont à l'autre bout de la planète et qui ne bénéficient pas de ces mêmes innovations techniques. Alors tout ça m'amène au deuxième point, qui est la question des choix critiques. Alors là, je vais reprendre quelques éléments que donne le pape. Je vais prendre 4 aspects complémentaires et liés de son analyse des dysfonctionnements de nos modèles économiques. Alors, impasse de la conception gagnant-gagnant. Alors le pape, on ne parle pas exactement comme ça, mais en gros, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Et donc cette tendance à considérer la croissance du PIB comme un moyen absolument nécessaire pour lutter contre la pauvreté. Ça serait un premier point. Deuxièmement, l'analyse des inégalités énormes dans les chaînes de valeur et de production mondiale. Troisièmement, la culture du déchet et la relégation du travail humain. Et quatrièmement, la priorité habituellement donnée au marché sur la démocratie. Alors, je vais aller un peu vite, mais bon, il me semble que ça balaye un certain nombre de problèmes, et en même temps, tous ces éléments, ils font sens ensemble.
sur cette idée qu'il y a une impasse dans notre manière habituelle de raisonner, qui est la façon dont nous avons compris le développement durable, notamment depuis 20 ou 30 ans, en disant, mais oui, ce qu'il faut faire, c'est articuler la croissance économique, le progrès social et le respect de l'environnement. Donc ces 3 piliers du développement durable. Alors, le pape, là, je vais le citer, il nous dit d'abord, attention, cette idée que c'est la croissance est une condition sine qua non. Le pape nous dit au numéro 193, l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance, il ne dit pas toute forme de décroissance, il dit une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Voilà, alors ça, je crois que, évidemment, peut-être qu'on aura des débats là-dessus ensuite, c'est un type de phrase qui a été très critiquée par certains, qui disent c'est irresponsable au regard du fait qu'il faut penser un certain mode de croissance pour éviter des désastres sociaux à travers la planète. Alors le pape dit un certain type de croissance, et donc un certain type de décroissance est à envisager. Alors d'autres parlent de décroissance sélective. Et il le dit bien, c'est en termes d'équilibre aussi dans les questions de création et de partage des richesses. Je rappelle aussi que, là, pour reprendre des calculs qui ont été faits par Gaël Giraud, donc jésuite économiste, avec d'autres chercheurs, en regardant comment dans les pays de l'OCDE, depuis 70 ans, a évolué le PIB par habitant et la consommation énergétique par habitant, eh bien, ces travaux montrent que, au moins jusqu'à une date très récente, les deux sont complètement corrélés et que la croissance du PIB par habitant est tirée aux 2/3 par l'augmentation de la consommation énergétique par habitant, qui est une consommation qui est quand même largement encore aujourd'hui une consommation d'énergie fossile, ce qui veut bien dire que quand on est face à l'objectif d'un côté de la COP21, la réduction pour aller vers le bien moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien, on doit reconnaître que la croissance telle que nous l'avons calculée jusqu'aujourd'hui, eh bien, elle est d'une certaine manière insoutenable et puis peut-être impossible à continuer à réaliser. Ce qui nous invite vraiment à réfléchir à alors comme le disent certains, une prospérité sans croissance ou avec une très faible croissance. Donc, changer notre manière de regarder les choses. Alors, de ce point de vue-là, le pape n'y va pas de main morte. Je vais lire le paragraphe 194, dans lequel il nous invite à ne pas nous payer de mots et à remettre en cause, finalement, cette rhétorique du développement durable qui fait comme si on allait pouvoir articuler les objectifs, en fait, en continuant quand même la croissance avec cette idée de promouvoir une croissance verte. Alors, voilà ce que le pape écrit. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'autre part, la qualité réelle de vie des personnes diminue souvent à cause de la détérioration de l'environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes ou de l'épuisement de certaines ressources, dans un contexte de croissance économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image. Une citation. 194. Donc là, le pape dénonce une rhétorique qui fait comme si on allait y arriver et qui en fait dit attention, parce que penser qu'on va y arriver sans tension, c'est en fait faire en sorte de retarder seulement un peu l'effondrement, dit-il. Puis après, ce que je trouve très intéressant dans le commentaire qu'il fait de ça, il dit qu'en plus, en fait, nous ne sommes pas gagnants. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, nos modèles, en réalité, ils ont des effets délétères sur la qualité de vie collective. Là, vous voyez, il reprend les exemples d'ailleurs de détérioration donc environnement, mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes, donc ça rejoint cette question de la malbouffe et autres. Et finalement, donc, on doit redéfinir le progrès, redéfinir la manière, ce que nous voulons viser par nos modèles économiques pour remettre les bonnes priorités, les bonnes finalités en priorité. Et du coup, critiquer une certaine forme de discours
portée par les entreprises qui risque d'être uniquement de la com, du marketing, du greenwashing, enfin quel que soit le terme qu'on donne. Donc je crois que ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi une manière d'aller dans le sens quand même de ce que la communauté internationale a reconnu comme étant aussi la responsabilité